imaginons une entreprise du secteur industriel, elle décide d'acheter deux matières A et B qu'elle stocke, elle les mélange dans un atelier 1, duquel sortent deux produits semi-finis que j'ai appelés PSF1 et PSF2, qu'elle stocke. À ces produits semi-finis, on rajoute des fournitures stockées également dans un atelier 2, duquel sortent deux produits finis, PF1 et PF2, qui sont également stockés. Enfin, ces produits finis passent dans un atelier de distribution pour être emballés avant la vente proprement dite. Je vous demande, pour faire simple, calculez-moi le coût de revient et les résultats analytiques de cette entreprise avec des annexes que nous allons regarder, bien entendu. Première chose à faire, établir l'organigramme de production. Je vous rassure, dans le cours, vous avez bien sûr la synthèse écrite en long, en large et en travers. Hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on va regarder, si vous voulez bien, les informations complémentaires dans l'énoncé. Donc voilà le type d'informations complémentaires. Ici, très simple, mais c'est à titre pédagogique, mais ça portera là-dessus. Alors, on regarde. L'étude porte sur un mois d'activité, le mois de janvier. Déjà, mine de rien, ça veut dire que les calculs de coûts et de revenus, vous savez, dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce qu'on le fait une fois par an, est-ce qu'on le fait une fois par trimestre, etc. Là, on calcule les coûts tous les mois. Là, ce sont des informations qui concernent le mois de janvier. L'étude donc porte sur janvier. Voilà les stocks initiaux. Ah, vous voyez, stocks initiaux, si je vous donne ça, ça veut dire donc que vous savez, s'il en était besoin, qu'obligatoirement, il y a des fiches de stock qui sont tenues. D'accord, par essence. Donc, matière A, matière B, fourniture, PSF1, PSF2, PF1, PF2, avec des quantités et des montants. On est d'accord? Remarquez que quelquefois, par exemple pour les fournitures, il n'y a pas de quantité ici, il n'y a que les montants. Ça arrive notamment pour les fournitures, parce qu'on ne va pas s'embêter, imaginez que c'est des vis, des boulons, des machins, on ne va pas forcément les compter un par un. On raisonne globalement, ça arrive assez souvent. Par contre, la matière A, matière A, il en restait 200 kilos pour un total de temps, etc. Pour les PSF et les produits finis, c'est des quantités, etc. etc. Remarquez que, par exemple, je ne sais pas moi, pour les PSF1, quand je dis le stock initial, donc le 1er janvier, il y en avait 150 en quantité pour 30 000. Ça veut dire que voilà le coût de production des produits semi-finis de la fin décembre. Vous comprenez ce que ça tourne comme un compte à gêner, bien sûr. Hein, d'accord. Après, les achats du mois, des matières premières A, des matières premières B, tant de kilos à tant, le kilo ou pas. Les fournitures, on nous dit directement 12 000 euros. Après, les consommations du mois de janvier. Les consommations de quoi? De matière A, de matière B, de fournitures et de produits semi-finis. Entendez bien l'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Des matières ou des éléments consommés. Regardez l'organigramme. Consommer, ça veut dire ce qui est sorti des fiches de stock. Oui, la matière A consommée, elle a été consommée où? Regardez, l'organigramme, toujours là, tout est dans l'organigramme. Elle a été consommée où? Dans l'atelier 1. Donc c'est ce qui est sorti de la fiche de stock de l'atelier 1. Tout le monde me suit? D'accord. Et regardez l'information que je vous donne. Dans cet exemple-là, on me dit, dans le renvoi petit 3, matière A consommée pour les PSF1 et pour les PSF2. Donc là, je sais déjà que la matière A sert à faire des PSF1 et des PSF2. Mais il faut qu'on me donne, je ne peux pas l'inventer, la quantité pour l'un et pour l'autre. Ce n'est pas forcément la même quantité, on est bien d'accord. Bon, pour la matière B, c'est le même problème. Les fournitures, vous voyez les fournitures, vous voyez où elles arrivent? Elles arrivent où? Dans l'atelier 2, les fournitures. C'est bien pour faire des produits finis 1 et des produits finis 2. Donc il faut bien qu'on me donne, moi, contrôleur de gestion qui suis à Paris, je ne peux pas savoir, si on ne me le dit pas, quelle est la quantité et le montant des fournitures qui ont été consommées pendant le mois de janvier. Je ne peux pas l'inventer, moi, pour l'instant. D'accord? Donc on me dit, les fournitures, vous voyez qu'au total, il en est sorti 30 000 euros. 20 000 plus 10 000. D'accord? Donc on va me dire, pendant le mois de janvier, on a utilisé pour 30 000 euros de fournitures, dont
20 000 pour faire les produits finis 1 et 10 000 pour faire les produits finis 2. Quant au PSF consommé, là aussi, vous devez le comprendre. De quoi je parle? Des PSF qui ont été consommés. Consommés où? À quel endroit ils ont été consommés? Dans l'atelier 2, il n'y a pas de piège, vous le voyez bien. Consommé, ça veut donc dire que quand je vous dis PSF consommé, ça veut dire la quantité de produits semi-finis qui est sortie de leur fiche de stock. D'accord? Donc ça veut dire en français, si je prends l'organigramme, qu'ici, je sais en lisant l'énoncé qu'il est, pendant le mois de janvier, sorti 1800 PSF1 du stock de PSF1 et qu'il est sorti 1500 PSF2 du stock de PSF2 pour rentrer dans l'atelier 2. Ensuite, on me donne les fabrications du mois de janvier en quantité. On me donne les fabrications, évidemment, des PSF1, PSF2, des produits finis 1, produits finis 2. Je ne peux pas l'inventer, moi, contrôleur de gestion. Je vous rappelle que souvent, le contrôleur de gestion, il n'est pas dans l'usine. D'accord? Il est rattaché à la direction générale, donc il est souvent au siège, est-ce que vous comprenez? Et donc, il ne peut pas tout savoir, bien entendu. C'est pour ça que je dis toujours, encore une énième fois, qu'un contrôleur de gestion tout seul ne peut rien faire. Il est obligé de collaborer avec tous les services de l'entreprise. Et en particulier, inutile de vous dire, avec tous les responsables de production. D'accord? Et de vente, les commerciaux. Et on me donne les ventes du mois de janvier, donc PF1, PF2. Après, on me donne les charges directes. Les charges directes, quelles charges directes? Vous vous souvenez? Regardez bien l'intérêt. Qu'est-ce que je vous ai dit au départ? Tout au départ, on va calculer quoi? Un coût d'achat, un coût de production, un coût de revient. Donc, je vous ai dit, dès le début du cours, il va y avoir, alors il faut l'adapter, potentiellement, des charges directes et indirectes d'achat, des charges directes et indirectes de production, des charges directes et indirectes de vente, des charges directes et indirectes d'administration. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas les inventer, on est obligé de vous les donner. Alors évidemment, l'avantage, c'est dans le cadre d'un examen, on va vous les donner, sinon vous ne pouvez pas travailler. Dans la réalité, vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dans la réalité, pour le contrôleur de gestion, il lui faut ces informations. Eh bien, je peux vous dire que pour aller les chercher, ces informations, dans le monde réel, chaud. D'accord? Alors on regarde, ici évidemment, à titre pédagogique, je vous dis, les charges directes d'approvisionnement, pour les matières A, pour les matières B. Pour les matières A, il y en a eu 10 000, pour les matières B, il y en avait eu 20 000. Avec la bonté qui me caractérise, je vous dis même que ça fait 20 € par kilo acheté pour la matière A et 25 kilos pour la matière B par kilo acheté. Après, je vous dis, dans l'atelier 1, atelier, puisque, évidemment, on fait toujours ce que je dis, bien sûr, on a toujours l'organigramme sous les yeux. Donc on voit que dans l'atelier 1, on fait les produits semi-finis 1 et les produits semi-finis 2. Et je vous donne les charges directes de l'atelier 1 pour faire les PSF1 et les PSF2. Pareil, vous avez compris pour l'atelier 2, pareil pour la distribution, pour vendre des PF1, pour vendre des PF2. Quant aux charges indirectes, je vous ai dit ensuite, vous savez, on fait l'organigramme, et après on fait normalement le tableau de répartition des charges indirectes. Quelles charges indirectes? Appro, production, distribution, administration, on revient forcément. Là, à titre pédagogique, je vous les donne directement, sans avoir à les calculer, pour alléger, si vous voulez, le cours sur la procédure à suivre. Donc je vous dis, les charges indirectes d'approvisionnement, pour la matière A c'est 40 000, pour la matière B c'est 60 000, dans l'atelier 1, les charges indirectes, vous voyez, pour faire les PSF1, c'est tant, etc. Bientôt, vous saurez vous devrez savoir le calculer. D'accord? Autant les charges directes, on va forcément vous les donner d'une façon ou d'une autre, les charges indirectes, il faudra les calculer. Après, je vous dis d'autres informations, vous savez, celles que vous ne lisez jamais le jour de l'examen, parce que c'est écrit tout petit. Les fiches de stock seront tenues en CUMP périodique, coût unitaire moyen pondéré. Vous inquiétez pas, ça c'est la façon la plus classique de tenir les fiches de stock. Il y en a 5 façons différentes de les tenir. Le problème, c'est que si vous ne faites pas attention, donc CUMP périodique, CUMP après chaque entrée, première entrée, première sortie, dernière entrée, première sortie, coût de remplacement, 5 méthodes différentes en contrôle de gestion. Si, sur un exercice, imaginez qu'il soit beaucoup plus long, l'organigramme, etc. Vous commencez avec le nombre de fiches de stock que vous allez à faire, vous avez compris. Alors regardez, les fiches de stock, il y en a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 à faire. C'est sûr, vous avez l'organigramme sous les yeux. Triangle, fiche de stock. Ça veut dire que vous avez 7 fiches de stock. Imaginez qu'au bout de 3 heures, vous vous rendiez compte, tournez la page, il est écrit que les fiches de stock sont à calculer en CUMP après chaque entrée. Et que vous ayez tout fait en CUMP périodique. Je vous rassure, ne vous jetez pas tout de suite par les fenêtres, pas non plus. D'accord ? Vous allez prendre cher quand même en termes d'examen. Hein. Faites attention tout de même, lisez bien, avant de vous précipiter, prenez le temps nécessaire de lire les énoncés. Donc ici, les fiches de stock seront tenues en CUMP périodique et autres. Autre information, ça non plus, personne ne le lit, tout le monde s'en fout, mais après à l'examen, on me dit, mais j'ai eu que 8. Ah, t'as lu l'énoncé? Non. Ah, dommage. C'est écrit ensuite, on arrondira tous les coûts au centime d'euro le plus proche. C'est écrit. D'accord? C'est écrit au centime d'euro. Pas au millième, pas au 10 millième, pas à l'euro près. Oui, mais ça va plus vite. Oui, mais on te demande au centime, on ne te demande pas à l'euro. D'accord? Vous voyez, souvent c'est écrit. D'accord? On en reparlera. Hein. Ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Donc, on a vu l'énoncé. Donc, on y va, de corriger. Normalement, il faut compléter le tableau de répartition des charges indirectes. On est d'accord qu'ici, ce n'est pas la peine, puisque dans l'énoncé, le renvoi 7, c'est comme si je vous l'avais donné. On est bien d'accord. On imagine que c'est fait. D'accord. Ensuite, je vous ai dit, il faut calculer les coûts d'achat, puis les fiches de stock des matières et fournitures, puis le coût de production, puis les fiches de stock des PSF1, puis le coût de production des produits finis fabriqués, puis le fiche de stock des produits finis 1, produits finis 2, puis le coût de revient des produits vendus. Donc nous, on va reprendre cette correction point par point avec l'énoncé. On est d'accord? Allez. Vous y êtes? Le calcul des coûts d'achat. Là, ce que je vous dis, il y en a pour 6 mois et faire que ça, hein, quelles que soient les méthodes, enfin non pas 6 mois quand même, 4 mois. Rien que là-dessus, tout le temps pareil. Je vous ai dit, et vous avez, c'est écrit, coût d'achat. Il faut en calculer autant que de matières, fournitures consommables, achetées et stockées. C'est écrit, il faut. C'est pas écrit, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Il faut. D'accord? Mais oui, mais sur l'organigramme, je vois que l'entreprise, elle achète des matières premières A et matières premières B qui vont dans l'atelier 1, puis les fournitures, elles viennent après, donc je ne vais pas calculer tout de suite le coût d'achat des fournitures. Non, ne faites pas ça. Commencez par le coût d'achat de toutes les matières, toutes les fournitures, tous les consommables que l'entreprise a pu acheter, même s'ils ne rentrent pas dès le début dans le processus de fabrication. Je vous dis ça pour une seule raison. Comme ça, au moins, vous ne l'oublierez pas. Comme ça, vous ne l'oublierez pas, c'est sûr. D'accord? Alors, comment on calcule un coût d'achat? Vous y êtes? Comment on calcule un coût d'achat? Toujours la même façon. Un coût d'achat, c'est un prix d'achat plus une charge directe d'achat plus les charges indirectes d'achat. Alors, quand je dis achat, vous mettez approvisionnement, c'est pareil, hein? D'accord? Charge directe d'achat ou d'appro, c'est pareil. Charge indirecte d'achat ou d'appro. Je vous ai mis tous les renvois explicatifs. Regardez bien. Donc, il y a 3 matières et fournitures dans cet exemple qui sont achetées. Matière A, matière B et fourniture. On le présente toujours sous la forme de tableau. Je ne veux pas voir ce que je vois quelquefois, certains enseignants font comme ça, avec des phrases expliquées, le concept de la problématique. Non, 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 non. On n'est pas en train d'écrire les 3 mousquetaires en 12 volumes. D'accord? On fait du contrôle de gestion, donc je veux que ce soit sous forme de tableau synthétique, clair, net et précis. Et pour calculer le coût d'achat, c'est toujours pareil, comme vous allez voir pour le reste. Pour chaque élément, 3 colonnes, quantité, prix unitaire, total. Je lis dans les yeux de certains, oui, non, mais c'est pas la peine parce qu'on peut le faire directement. Heureux les simples d'esprit, qu'il a dit, il paraît. Pourquoi? Oui, parce que je ne peux pas tout vous expliquer en une seconde. Je vous ai dit que le métier du contrôleur de gestion, il y avait une partie qui était le calcul des coûts, et puis après, il y avait une autre partie, qu'on verra plus tard, très importante en volume aussi, qui est le calcul de l'analyse des écarts. Des écarts entre quoi et quoi? Ce qui s'est passé réellement et ce qui aurait dû se passer si on avait respecté les normes. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, pour ceux qui en ont déjà fait, rappelez-vous,
il y a des écarts sur quantité et des écarts sur prix, par exemple. Et donc, j'ai besoin de savoir, en réalité, quelles ont été les quantités qui ont été consommées et à quel prix. Je ne fais rien sans raison. Si je pouvais faire autrement plus vite, je le ferais. Si je vous dis de faire comme ça, ce n'est pas pour vous embêter, c'est que ça vous servira potentiellement plus tard. Donc, pour chaque quantité, prix unitaire total. Petite remarque, et j'ai mis l'explication. Vous voyez, pour les fournitures, bien sûr, là je l'ai fait quantité, prix unitaire total, mais dans cet exemple-là, je ne peux pas remplir quantité, prix unitaire, puisque on me donne uniquement en euros. Je le mets uniquement en euros, il n'y a pas de souci. Mais dès que j'ai des quantités, des prix unitaires, il faut que je le mette. Donc c'est quoi un coût d'achat? C'est un prix d'achat, plus les charges directes d'achat, plus les charges indirectes d'achat. Donc les prix d'achat, alors vous voyez comment je vous l'ai fait, confère l'énoncé, je ne peux pas l'inventer. Les charges directes d'achat confèrent l'énoncé, et les charges indirectes d'achat, ici, confèrent l'énoncé, mais plus tard, bientôt, vous regarderez le tableau de répartition des charges indirectes que vous aurez fait. On est d'accord? Donc, si vous respectez la procédure, il n'y a aucune difficulté. Là où c'est important également, c'est la dernière ligne. Bien sûr, la plupart des gens font tout et n'importe quoi, un à peu près artistique, c'est la mode aujourd'hui, je fais de l'à peu près, tu comprends le concept. Là, le concept, non, là, on a besoin de retrouver nos petits. Regardez comment je l'ai écrit. J'ai pas écrit coût d'achat en bas, la somme, le total. J'ai pas écrit coût d'achat. J'ai pas écrit coût d'achat des matières et fournitures. J'ai écrit en français coût d'achat des matières et fournitures achetées. Acheter. Vous allez me dire, oh, mais oh là là, s'il faut aller jusque-là, oh là 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 là. Eh oui, si on va jusque-là, on ne peut donc pas se tromper quand on va remplir cette ligne-là. Je m'explique. La ligne, c'est la ligne totale, vous le comprenez tous. Eh oui, si je n'écris pas ça et que je ne fais pas attention, pour la matière A, par exemple, dans la colonne quantité, qu'est-ce que vous allez m'écrire? 1000. Vous savez comment je vous traite, bande de buses. Vous allez m'écrire 1000. Et là, vous allez me dire, mais monsieur, j'ai bien le total de la colonne quantité. Oui, mais comme vous êtes subtil, intelligent, attentif, en français, vous avez écrit coût d'achat des matières et fournitures achetées. Dans la colonne quantité, vous allez quand même mettre la quantité de matières que vous avez achetées. Pas forcément le total de la colonne Q, puisque dans la colonne Q, c'est comme si on mélangeait des carottes, des navets. On n'est pas en train de faire un pot-au-feu, là. D'accord? OK? Donc, on parle de coût d'achat des matières et fournitures achetées. On en a acheté 500 au total. Ensuite, vous voyez, comment on fait le plus simple? Vous remplissez la colonne quantité, donc 500. Après, vous passez à la colonne totale, 100 000. Et ensuite, vous divisez l'un par l'autre pour avoir les 200. Oui, parce que le prix unitaire, la logique, quand on est intelligent, c'est pas 120. C'est pas 100 plus 20, et ça ne veut rien dire, parce que c'est pas la même unité de mesure entre le prix d'achat et entre les charges directes. Ça y est, vous me suivez? D'accord? Donc, 100 000, ça veut dire en français, pendant le mois de janvier, j'ai acheté 500 kilos de matière qui m'ont coûté au total 100 000 euros, soit 200 euros le kilo en moyenne sur le mois de janvier. C'est ce que ça veut dire. Clair, net, précis, aucune ambiguïté. Je fais pareil pour la matière B, pardon, et je fais pareil pour les fournitures. Pour les fournitures, dans cet exemple-là, il n'y a qu'en euros, il n'y a pas de charge directe pour l'achat des fournitures, il n'y a pas de charge indirecte pour l'achat des fournitures, dont acte. On fait avec ce qu'on a, ce n'est pas une obligation. D'accord? Petite remarque encore, je vous donne ici la procédure, d'accord, qui est la plus complète. Il peut arriver dans un exercice que vous n'ayez pas de charge directe d'achat, par exemple. Bon, on ne les invente pas, de toute façon, hein. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. Les prix d'achat, s'il y en a, ça forcément, les charges indirectes, il y en aura probablement pour les achats. Par contre, des charges directes, il pourrait ne pas y en avoir. Ça dépend comment est fait l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait ensuite? On faisait ensuite la fiche de stock pour chaque matière, fourniture achetée et stockée.